Je m'appelle Claire Duval, j'ai 32 ans. Je suis institutrice à Lyon. En théorie, les vacances d'été sont une bénédiction. 2 mois de répit, 2 mois pour respirer, pour préparer la rentrée, pour lire autre chose que des manuels scolaires. 2 mois pour redevenir Claire, et pas seulement Madame Duval. Ce matin-là, le premier vrai jour de liberté, l'air était doux. J'étais dans notre petit jardin, les mains dans la terre. L'odeur de la menthe et des tomates cerises que je venais d'arroser. Mon fils, Paul, 5 ans, construisait un château de sable improbable dans son petit carré. Il était calme. J'étais calme. La ville semblait lointaine. C'était le silence parfait. Un silence plein de promesses. Puis la vibration. Sur la table en fer forgé, mon téléphone. Un bruit sec, intrusif. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. L'écran affichait son nom, Sandrine Lefebvre, ma belle-sœur, installée à Paris, la sœur aînée de mon mari, Marc. Mon cœur s'est très légèrement serré, par habitude, par anticipation. J'ai ouvert le message. Ce n'était pas une question. C'était une liste d'ordres. Une déclaration de guerre logistique déguisée en demande familiale. Claire, j'espère que tu profites bien du soleil. Le début était toujours faussement aimable. Juste pour te confirmer l'arrivée des garçons le 3 juillet. Thomas ne mange que des pizzas et des hamburgers. Surtout pas de légumes verts, il déteste ça. Lucas a besoin de viande à chaque repas. Du bœuf de préférence. Il est en pleine croissance. Il faudra les emmener en sortie au moins une fois par semaine. La campagne fera l'affaire, mais fais attention à leur sécurité. Ils sont turbulents. Et surtout, avec cette chaleur, ne sois pas radine. Allume la climatisation. Ils ne supportent pas d'avoir chaud. Bisous. Je suis restée immobile. Le soleil tapait sur ma nuque. Mais j'avais froid. Un rire sec, nerveux, et moi ça est monté dans ma gorge. Un rire qui ressemblait à un animal étranglé. Paul a levé les yeux de son château. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. Ça va très bien. J'ai relu les lignes. Ne sois pas radine. Moi qui compte chaque centime pour pouvoir offrir des vacances décentes à Paul. Moi qui porte les mêmes sandales depuis 3 étés. Ne sois pas radine. J'ai regardé mon jardin, ma menthe, mes tomates. Des choses simples. Des choses qui poussent avec de l'eau et du soin. Rien à voir avec les exigences de Sandrine. Rien à voir avec ces 2 petits monstres, Thomas, 11 ans, et Lucas, 9 ans. Le soir, quand Marc est rentré, je n'ai rien dit tout de suite. Marc est ingénieur, c'est un homme bon, un homme stable, un homme qui déteste le conflit plus que tout. C'est peut-être pour ça que je l'ai épousé. Et c'est peut-être pour ça que je commence à m'éloigner de lui. Il a embrassé Paul, s'est servi un verre d'eau, il a souri. Alors, cette première journée de vacances? Le paradis? J'ai tendu le téléphone. Il n'a pas eu besoin de lire. Il a vu le nom de Sandrine. Son sourire s'est figé. Il a lu. J'ai observé son visage. Le léger froncement de sourcils. La tension dans sa mâchoire. Puis le soupir, ce soupir. Le son de la défaite. Le son de ma résignation imminente. Allez, chérie, ne t'énerve pas. Il n'a même pas regardé mon visage. Il regardait le téléphone comme si c'était un objet maudit. Ma sœur a toujours été comme ça, un peu directe. Directe, dis-je, ma voix plus basse que prévu. Elle se prend pour la reine d'Angleterre, Marc. Elle nous envoie ses enfants comme un colis, avec un mode d'emploi digne d'un appareil électronique défectueux. Claire, ne sois pas radine. Mon ton était monté. Marc a posé son verre. Il a enfin levé les yeux vers moi. Il y avait de la fatigue et de la supplication. C'est ma sœur. Et alors? Elle a toujours été gentille avec moi, depuis qu'on est petit. Quand maman est tombée malade, c'est elle qui s'est occupée de tout. C'est moi qui lui dois beaucoup. Lui. Pas nous. Lui. La dette. Le mot était lâché. Le mot qui justifiait tout. La dette. Le fardeau invisible que Marc portait et qu'il me demandait, à moi, de porter avec lui. Non, pas avec lui. À sa place. Supporte-les juste un mois, d'accord? Pour moi. Un mois de pizza brûlée et de hamburgers froids. Un mois de cris dans la maison. Un mois de mon propre fils, Paul, mis de côté, ignoré par ses cousins, plus âgés et plus bruyants. Un mois de moi, Claire, devenant la servante non payée de la reine Sandrine. L'année dernière, j'avais cédé. Quelle naïveté. Je m'étais dit que ce serait bien pour Paul. Un fils unique. Il s'ennuie souvent.
Je m'étais dit qu'avoir des cousins à la maison mettrait de la vie. De la vie, il y en a eu. Trop. Je me souviens de l'odeur de la fumée. Thomas et Lucas avaient décidé de faire un barbecue dans le jardin, avec des loupes et des feuilles sèches, juste à côté de la cabane de Paul. Je me souviens du bruit. Le service à thé de ma mère, un héritage. La seule chose de valeur que j'avais. Ils jouaient au football dans le salon. Le vase brisé. Les tasses en porcelaine éclatées sur le carrelage. Le silence qui avait suivi. Puis le mensonge. C'est Paul qui l'a fait. Thomas, l'aîné, me regardant droit dans les yeux, le visage impassible. Paul, terrifié, en larmes, incapable de se défendre. Et quand j'avais appelé Sandrine pour lui expliquer calmement l'incident, sa voix, stridente, métallique. Mes fils ne mentent pas, Claire. Sandrine, j'étais là. Tu es institutrice, tu devrais savoir gérer des enfants. Tu es froide, Claire. Tu n'as jamais aimé mes enfants. Tu es jalouse parce que Marc est plus proche de moi que de toi. L'humiliation, la rage froide et silencieuse qui m'avait rempli la gorge. J'avais regardé Marc ce soir-là. Il avait détourné le regard. Ce sont juste des enfants, avait-il murmuré. Il n'avait pas défendu son fils. Il ne m'avait pas défendu, moi. J'ai juré, ce jour-là. Plus jamais ces petits monstres ne mettraient les pieds chez moi. Et voilà, 1 an plus tard, le même message, les mêmes exigences, et le même homme, mon mari, me demandant de supporter. Je l'ai regardé. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé pour sa douceur. Mais la douceur, quand elle devient une absence de courage, c'est un poison lent. Ta dette, Marc, ou ma paix? La question est sortie, claire, tranchante. Il n'a pas compris, ou il a fait semblant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu ne peux pas me demander de payer pour quelque chose que je ne te dois pas. Tu ne peux pas me demander de sacrifier mon été, mon repos, la sécurité de mon fils, pour rembourser ta sœur. N'exagère pas, Claire. Je n'exagère pas, je constate. Il a détourné les yeux le premier. Encore, comme l'année dernière. Il est allé vers la cuisine, se resservir de l'eau, un acte de fuite, un acte de lâcheté ordinaire. Ce n'était pas un tremblement de terre, ce n'était pas un cri, c'était une fissure fine comme un cheveu, qui venait de traverser notre mariage. Et je savais, à cet instant précis, qu'elle ne se refermerait jamais. J'ai souri, un sourire glacial que Marc, de dos, n'a pas pu voir. 1 mois, il s'est retourné, surpris par la douceur soudaine de ma voix. Oui, juste 1 mois. Parfait. La nuit est tombée. J'ai couché Paul. Je lui ai lu une histoire. Son souffle chaud contre mon cou. Il s'est endormi, paisible. Je suis restée longtemps à le regarder. C'était pour lui, maintenant. Plus seulement pour moi. Marc dormait déjà quand je suis revenue dans la chambre. Sa respiration était régulière, paisible. Il avait trouvé la paix dans la fuite. Moi, j'étais plus réveillée que jamais. Je suis sortie sur le balcon. L'air de Lyon était frais. Les lumières de la ville scintillaient. J'ai pris mon téléphone. La solitude était totale. Ce n'était pas Marc qui allait me protéger. Ce n'était pas lui qui allait défendre notre foyer. Il avait déjà choisi son camp. Le camp de sa sœur. Le camp de son passé. Le camp de la dette. Je ne pouvais plus payer cette dette. Je ne voulais plus. Mon rôle de gentille épouse compréhensive venait de s'achever. L'institutrice en moi prenait le dessus. Mais ce n'était plus une leçon de grammaire, c'était une leçon de stratégie. J'ai ouvert mes contacts. J'ai cherché un nom. Marie, ma propre sœur. Elle vit à Annecy. J'ai appuyé sur « Appeler ». Ma main ne tremblait pas. Mon cœur battait, mais c'était un rythme régulier. Un rythme de combat. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Allô Claire, tout va bien ?» Sa voix, chaude, réelle. « Oui Marie, tout va très bien. Je t'appelle pour une invitation. » « Une invitation ? Oui. Dis-moi Léo et Hugo. Ils font quoi cet été ? » Un silence. Léo, 17 ans. Hugo, 15 ans. Mes neveux, mes chers neveux. 2 gaillards de 15 et 17 ans. Des montagnes. Des champions de rugby. Des garçons avec un appétit d'ogre et un sens de la justice très direct. Ils n'ont rien de prévu, je crois. Pourquoi ? J'ai pris une grande inspiration, regardant les lumières de la ville. J'aimerais beaucoup les avoir à Lyon, pour 1 mois. 1 mois ? Mais, Claire, tu es sûre ? Ils mangent un... Je sais ce qu'ils mangent, Marie. J'ai besoin d'eux. J'ai changé de ton, le rendant plus léger.
Je veux que Paul ait des grands frères avec lui cet été. Il s'ennuie tellement tout seul. Oh, c'est gentil, Claire. Je m'occupe de tout. Absolument tout. D'accord. Je leur en parle demain, ils seront ravis. Super. Dis-leur que Tati Claire les attend. J'ai raccroché. Un sourire. Pas un sourire chaleureux. Pas un sourire aimant. Un sourire de stratège. Un sourire de femme qui vient de poser la première pièce sur l'échiquier. Sandrine voulait des enfants turbulents. Elle allait être servie. Elle voulait que je m'occupe de la croissance de ses fils. Parfait. Mais cet attend allait s'en charger. La bataille de l'été pouvait commencer. Juste pour voir qui, au final, craquerait le premier. Je suis retournée me coucher. Marc n'avait pas bougé. Je me suis glissée sous les draps. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais prête. Le poison de l'année dernière, l'humiliation, la rage, tout cela venait de se transformer en un antidote froid et puissant. Les jours qui ont précédé le 3 juillet étaient étranges. Un calme avant la tempête. Marc était particulièrement prévenant. Il m'apportait le café le matin, proposait de s'occuper de Paul. Il essayait d'acheter ma complaisance, de remplir le compte en banque de notre patience conjugale avant l'inévitable faillite. Je n'étais pas dupe, je buvais le café. Il était amer, je souriais, je disais merci, mais mes yeux restaient froids. Il le voyait, et cela le rendait encore plus nerveux. Moi, j'étais calme. Je préparais ma maison, non pas comme une hôtesse, mais comme un général prépare son terrain. J'ai rangé toutes les choses fragiles. J'ai fermé ma chambre à clé. J'ai expliqué à Paul que nous allions avoir de la visite. Les cousins m'a-t-il demandé, ses grands yeux inquiets. Il se souvenait de l'année dernière. Il se souvenait de ses jouets cassés. Oui, mon chéri. Et après, Léo et Hugo viendront aussi. Léo et Hugo. Son visage s'est illuminé. Il les adorait. Il le traitait comme un petit prince, le lançait en l'air et le rattrapait en riant. Ils viendront quand ? Bientôt, mon cœur. Très bientôt. Le 3 juillet est arrivé. Marc était parti les chercher à la gare de Lyon-Pardieu. J'avais insisté pour rester à la maison. Je dois préparer leur chambre, avais-je dit. Un mensonge. La chambre était prête depuis une semaine. 2 lits de camp militaire. Strict, fonctionnel. Je ne voulais pas être sur le quai. Je ne voulais pas jouer la comédie de la Tati ravie. Mon rôle commençait chez moi. Je les ai entendus avant de les voir. Leur voix aiguë, plaintive, résonnant dans le couloir de l'immeuble. La porte s'est ouverte, et les tornades sont entrées. Thomas, 11 ans, déjà préadolescent, l'air boudeur, vissé à son téléphone. Lucas, 9 ans, plus petit, mais plus dense, une boule d'énergie chaotique. Ils ont jeté leur sac au milieu de l'entrée. « J'ai faim !» a lancé Lucas, sans même dire bonjour. « Ça sent bizarre ici !» a renchéri Thomas en levant le nez de son écran. Marc était derrière eux, les bras chargés de leurs valises, l'air épuisé. Il m'a regardé, avec ce même regard suppliant. « Sois gentille !» Je l'ai ignoré. J'ai affiché mon sourire d'institutrice, celui qui ne tolère aucune rébellion. « Bonjour Thomas. Bonjour Lucas. » Thomas a grogné un son indistinct. Lucas m'a dévisagé. « T'as acheté des pizzas ? » ?»« Non, Lucas. Il est 4 heures de l'après-midi. J'ai fait un gâteau. J'aime pas les gâteaux. Je veux une pizza. » « Il n'y a pas de pizza. » Marc est intervenu, paniqué. « Claire, je peux aller en chercher une. Ça ne me dérange pas. » Je lui ai lancé un regard. Un seul. Un regard si froid qu'il s'est arrêté net. Je me suis tournée vers les garçons. « Votre chambre est par ici. Allez poser vos affaires. Lavez-vous les mains. Ensuite, nous prendrons le goûter. » C'est comme ça que ça se passe chez moi. Ils m'ont regardé, stupéfaits. Ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur résiste. Sandrine, leur mère, cédait à tout. Thomas a haussé les épaules et s'est traîné vers la chambre. Lucas a tapé du pied. « Mais j'ai faim !» « Le gâteau est sur la table dans 10 minutes, ai-je dit en lui tournant le dos. Le premier soir. J'avais préparé un poulet rôti avec des pommes de terre, un plat simple, universel. Lucas a piqué sa fourchette dans la viande. C'est sec. Thomas n'y a même pas touché. Il n'y a pas de hamburger ? Marc s'est agité sur sa chaise. Les garçons, Tati Claire a passé du temps à cuisiner. Mais maman a dit qu'on aurait des hamburgers, a dit Thomas. Il me regardait, un défi dans les yeux. Il testait les limites.
Votre mère n'est pas ici, ai-je répondu calmement, en coupant la nourriture de Paul. Marc, a gémi Lucas. J'ai faim. Marc a craqué. Bien sûr qu'il a craqué. Claire, s'il te plaît. Ils ne sont pas habitués. Habitués à quoi? À la politesse? Ce n'est pas ce que je veux dire. Allez, c'est leur premier soir. Il s'est levé. Je vais commander des pizzas. Je n'ai rien dit. J'ai continué à couper le poulet de Paul. Paul, lui, mangeait en silence, la tête baissée. Marc a commandé, et 30 minutes plus tard, les deux petits rois, comme je les appelais mentalement, dévoraient leur pizza 4 fromages sur le canapé du salon. Devant la télévision, ils avaient gagné. Marc s'est rassis à table. Il n'osait pas me regarder. Il a mangé son poulet froid en silence. J'ai regardé l'assiette de Thomas, intacte. J'ai regardé l'assiette de Lucas, où il n'avait mangé que les pommes de terre. J'ai regardé mon mari, qui venait de m'humilier devant 2 enfants, qui venait de me désavouer dans ma propre maison. Le poison n'était pas dans la nourriture. Le poison, c'était la lâcheté. Le poison, c'était ce silence qui disait « Leur confort est plus important que ton autorité. Ma dette envers ma sœur est plus importante que mon respect pour toi qu'on est pour toi. » J'ai continué à manger. Je mangeais lentement. Je reprenais des forces. Les jours suivants ont été un enfer orchestré. Le salon est devenu leur territoire. La console de jeu, que Paul n'utilisait que le week-end, tournait du matin au soir. Des bruits d'explosions, de tirs, de cris. Thomas et Lucas étaient avachis sur le canapé, les pieds sur la table basse. Les emballages de biscuits, les canettes de soda vide, Marc leur en achetait des packs entiers, en cachette, pour avoir la paix, traînèrent sur le sol. Paul n'osait plus entrer dans le salon. Il restait dans sa chambre, ou près de moi, dans la cuisine. Il était devenu un réfugié dans sa propre maison. Marc, lui, fuyait. Il partait tôt le matin, prétextant une surcharge de travail. Il rentrait tard le soir, quand les garçons étaient sur le point de se coucher. Il m'abandonnait. Il m'abandonnait sur le champ de bataille qu'il avait lui-même accepté. Il me laissait, moi, gérer l'occupation. Une après-midi, j'étais dans la cuisine. Je préparais le dîner. Encore une fois, 3 menus. Une salade composée pour moi, des pâtes à la bolognaise pour Paul et Marc, et des steaks hachés frites, surgelés pour les 2 tyrans. J'entendais leurs cris depuis le salon. Puis un silence soudain, et un cri différent, un cri de détresse, celui de Paul. J'ai lâché mon couteau, j'ai couru. J'ai trouvé Paul en larmes, recroquevillé dans le couloir. Dans le salon, Thomas et Lucas riaient. Entre eux, sur le sol, le château de Lego que Paul avait mis 3 jours à construire. Il était en pièces, écrasé. C'était sur notre chemin, a dit Thomas, sans la moindre trace de remords. Il est nul, son château, a ajouté Lucas. La rage, elle est montée. Une vague brûlante, si puissante que j'ai eu un vertige. J'ai regardé les débris. J'ai regardé mes neveux. Et j'ai regardé mon fils, qui sanglotait, le visage caché dans ses mains. Je n'ai pas crié. Si j'avais ouvert la bouche, ça aurait été pour hurler. Je me suis accroupie. J'ai pris Paul dans mes bras. Je l'ai serré contre moi. Chut, mon amour. Ce n'est rien. Ce n'est que du plastique. Je l'ai emmené dans sa chambre. Je l'ai assis sur son lit. J'ai fermé la porte. J'ai essuyé ses larmes. Maman, ils sont méchants. Je sais, mon cœur. Je sais. Je veux qu'ils partent bientôt. Mais quand? J'ai regardé le calendrier sur son bureau. Nous étions le 7 juillet. Léo et Hugo arrivaient le 9. Dans 2 jours. J'ai caressé ses cheveux. Dans 2 jours, Paul. Dans 2 jours, les renforts arrivent. Donc, je suis retournée dans le salon. Thomas et Lucas avaient repris leur jeu. Ils n'avaient même pas remarqué mon absence. Je me suis plantée devant la télévision. Rangez-moi ça. Ils m'ont ignorée. J'ai débranché la prise. L'écran est devenu noir. Hé! Les deux se sont levés d'un bond. Vous avez 5 minutes pour ramasser chaque pièce de Lego que vous avez cassée. C'est pas nous, a menti Thomas. C'est Paul qui l'a fait tomber, a enchaîné Lucas. Le même mensonge que l'année dernière. Le même scénario. Mais je n'étais plus la même. Je m'en fiche de savoir qui. Vous allez nettoyer. Maintenant. Sinon quoi, a ricané Thomas. Tu vas le dire à notre mère? J'ai soutenu son regard. 11 ans. Déjà si arrogant. Déjà si... Sandrine. Non, Thomas.
Je ne vais rien dire à ta mère. J'ai pris le carton de la pizza de la veille. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à ramasser les pièces, une par une, sous leur regard moqueur. Je les ai mises dans la boîte en carton. Puis je me suis levée. Je suis allée vers la fenêtre. Je l'ai ouverte et j'ai vidé la boîte. Du 3e étage. Les pièces de Lego, les rêves de mon fils, sont tombés comme une pluie colorée et triste sur le parking en contrebas. Le silence. Les 2 garçons me regardaient un peu, bouche bée, choqués. Ils ne s'attendaient pas à ça. Moi non plus, pour être honnête. Voilà, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Le problème est réglé. J'ai fermé la fenêtre. Le dîner est dans une heure. Je suis retournée dans la cuisine. Mes mains tremblaient, non pas de peur, de puissance. J'avais franchi une ligne. Je venais de leur montrer que je n'étais pas leur servante, que je n'étais pas leur mère, et que je n'étais plus, non plus, la femme de Marc, du moins plus celle qu'il avait connue. L'institutrice avait quitté la salle. Le général venait de tirer le premier coup de semonce. Quand Marc est rentré ce soir-là, l'ambiance était électrique. Les garçons ne lui ont pas sauté dessus pour réclamer de l'argent ou des sodas. Ils étaient assis à table, en silence. Ils mangeaient leur steak haché sans un mot. Marc m'a regardé. « Tout va bien ?» J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis des jours. « Parfaitement bien, chérie. Les garçons ont appris une nouvelle règle de la maison aujourd'hui. Laquelle ? On ne détruit pas les affaires des autres. » J'ai vu Thomas et Lucas échanger un regard inquiet. J'avais leur attention. Enfin, le lendemain, le 8 juillet, ils ont été étrangement calmes. Ils sont restés dans leur chambre. Ils chuchotaient. Ils complotaient. J'ai entendu Thomas au téléphone avec sa mère. « Elle est folle, maman. Elle a tout jeté par la fenêtre. » Je souriais en préparant une grande salade de fruits. Parfait. Que Sandrine s'inquiète, que l'information remonte. Le poison commençait à changer de direction. Je n'étais plus celle qui l'avalait. J'étais celle qui le servait. J'ai passé l'après-midi à faire des courses. Des courses gargantuesques. Des baguettes par 10, des kilos de viande, des pâtes, des œufs par plateau de 30. La caissière m'a regardée avec étonnement. « Vous recevez une armée ?» J'ai ri. « Presque, madame, presque. » J'ai préparé la chambre d'Annie. La vraie. J'ai gonflé un matelas supplémentaire. Demain, l'équilibre des forces allait changer. La vraie guerre commençait. Aoi Ifan 3, le 9 juillet, le jour J. Le matin, l'atmosphère de la maison était redevenue ce qu'elle était avant l'incident Lego. Thomas et Lucas, après avoir dénoncé ma folie à leur mère, semblaient avoir reçu de nouvelles instructions, m'ignoraient. Ils avaient récupéré leurs privilèges. Le canapé était à nouveau leur trône. Le bruit des jeux vidéo remplissait l'appartement. Ils avaient conclu que j'étais une adulte instable mais inoffensive. Une lionne sans dents. Leur arrogance était revenue, doublée d'un mépris adolescent. Ils m'ont vu passer l'aspirateur dans le couloir. « C'est la femme de ménage !» a gloussé Thomas à l'intention de Lucas, sans même baisser la voix. Je n'ai pas réagi. J'ai continué à aspirer. Attendez seulement. Marc m'avait regardé étrangement au petit déjeuner. Tu es calme. Je suis en vacances, Marc. Je suis détendue. Il n'a pas insisté. Il voyait bien que quelque chose avait changé. Le problème est qu'il pensait que le changement venait de moi, que j'étais le problème. Il n'avait pas encore compris que j'étais la solution. Il est parti au travail avec un soupir de soulagement, heureux d'échapper à cette maison de fous. Il m'a laissée seule avec mes neveux à lui et mes neveux à moi qui allaient arriver. Il m'abandonnait à ma propre guerre. Grave erreur. Midi. J'avais préparé le déjeuner, des sandwichs. Thomas a ouvert le sien. Du jambon, encore ? Je veux un kebab. Il n'y a pas de kebab, Thomas. Mange. Non. J'appelle papa. Il a sorti son téléphone. Je l'ai regardé faire. Tu veux dire tonton Marc ? Il est en réunion. Il ne te répondra pas. Je vais le dire à maman. Vas-y, dis-lui. Ma placidité le déstabilisait. Il s'attendait à une réaction, à de la colère, à des larmes. Je ne lui donnais rien. Il a jeté le sandwich sur la table. Je mange pas. Comme tu veux. Mais il n'y aura rien d'autre avant ce soir. Et ce soir, ce sera la même chose. Lucas, toujours suiveur, a imité son frère. Ils sont retournés sur le canapé, affamés mais orgueilleux. Paul, lui, mangeait son sandwich en silence à côté de moi. « Maman, ils arrivent quand m'a-t-il chuchoté. «
Bientôt, mon amour. À 14 heures, l'interphone a sonné. Un son bref, joyeux. Thomas et Lucas n'ont pas bougé, absorbés par leur écran. Je me suis levée, j'ai appuyé sur le bouton. Tati Claire, c'est nous, on est en bas. La voix grave de Léo, déjà un homme. J'ouvre les garçons. Montez. 3e étage, Paul a bondi de sa chaise. C'est Léo et Hugo. Il a couru vers la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Je me suis tenue, sur le seuil. J'ai entendu le bruit dans l'ascenseur. Puis les portes se sont ouvertes. Et ils sont sortis. Mes neveux, les Titans. Léo, 17 ans. 1,85 m, des épaules de rugbyman. Un sourire doux dans un visage d'adulte. Hugo, 15 ans, à peine plus petit, mais plus large. L'énergie brute de l'adolescence. Ils portaient des sacs de sport immenses. Le couloir leur semblait soudain minuscule. Tati Claire. Ils m'ont prise dans leurs bras, tous les deux en même temps. J'ai disparu dans leur étreinte. J'ai ri. Un vrai rire, cette fois. Vous avez grandi, encore? Faut bien, Tati, on mange, a ri Hugo. Paul s'est jeté sur leurs jambes. Léo l'a soulevé d'un bras, comme une plume, et l'a mis sur ses épaules. Salut, champion, tu t'entraînes? Paul riait aux éclats. Regardez, les garçons. C'est l'appartement, a dit Léo. Ils sont entrés. Ils ont posé leurs sacs. Le bruit sourd a fait vibrer le parquet. Ils ont vu le salon. Ils ont vu Thomas et Lucas, avachis sur le canapé. Le son du jeu vidéo était assourdissant. Thomas et Lucas se sont retournés, agacés par le bruit de notre arrivée. Leurs visages. Je n'oublierai jamais leurs visages. Leurs bouches se sont entr'ouvertes. Leurs yeux se sont écarquillés. Ils ont vu Léo. Ils ont vu Hugo. Ils ont vu Paul, triomphant, perché sur les épaules d'un géant. Thomas a lâché sa manette. Elle est tombée sur le tapis dans un bruit mat. Le silence. Seul le jeu vidéo continuait sa musique stridente. « Bonjour » a dit Léo poli. Sa voix grave a rempli la pièce. Thomas n'a pas répondu. Il était pétrifié. Hugo, moins diplomate, s'est approché de la télévision. Il a regardé l'écran. « C'est quoi ce jeu nul? C'est pour les bébés. » Thomas a rougi. « C'est pas pour les bébés. »« Si, a dit Hugo. Nous, on joue à des vrais jeux. »« Tati, on peut poser nos affaires où ?» a demandé Léo, ignorant déjà les deux autres. « Dans la chambre d'amis, au fond du couloir. Venez. » Ils m'ont suivi. Paul, toujours sur les épaules de Léo, a fait un signe de la main moqueur à ses cousins. J'ai entendu Thomas chuchoter à Lucas. C'est qui, eux? Leur voix n'était plus arrogante. Elle était petite, l'équilibre des forces. Il n'avait pas basculé. Il avait été anéanti. La maison n'appartenait plus à Thomas et Lucas. L'espace avait été reconfiguré. Quand Léo et Hugo sont revenus dans le salon, ils se sont assis sur l'autre canapé. Le canapé que personne n'utilisait jamais. Ils l'ont rempli. Le salon, qui semblait si grand, était soudain plein. Léo a sorti un livre. Hugo a sorti son téléphone et des écouteurs. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Ils étaient juste là. Thomas et Lucas ont essayé de reprendre leur jeu, mais le cœur n'y était plus. Leurs explosions virtuelles semblaient ridicules face à la présence physique et silencieuse des deux titans. Ils baissaient le volume petit à petit. Léo, sans lever les yeux de son livre, a dit « Tu vises vraiment mal ». Thomas, qui s'apprêtait à répondre avec insolence, a croisé le regard de Léo. Il n'a rien dit. Il a éteint la console. Pour la première fois depuis une semaine, il était 17 heures et la maison était silencieuse. Le soir, le repas, le véritable champ de bataille. J'avais préparé ce que j'avais acheté la veille. Un rôti de bœuf, énorme, des kilos de pâtes, une salade géante. J'ai tout posé sur la table. Thomas et Lucas se sont assis, méfiants. Léo et Hugo se sont assis, Paul rayonnant entre eux. « Tati, ça sent trop bon » a dit Hugo. « Servez-vous les garçons, vous devez avoir faim. » Ils n'ont pas attendu. Leurs assiettes se sont remplies. Ils mangeaient avec l'appétit sain de jeunes sportifs. Thomas, voyant la nourriture disparaître, a essayé de se servir. Il a tendu sa fourchette vers le plat de rôti. Lucas a fait de même. « Waouh, t'as vu ça, Léo? Il mange du bœuf » a dit Hugo, la bouche pleine. « Je croyais que vous ne mangiez que des pizzas. » Thomas est devenu écarlate. Maman a dit « Maman est pas là » a coupé Léo, calme. Mange ce qu'il y a, il parlait comme un adulte, pas comme un enfant de 11 ans. Lucas, le plus jeune, a pointé du doigt
la dernière pomme de terre dans le plat. Je la veux. Il a planté sa fourchette. Au même moment, la fourchette d'Hugo s'est plantée juste à côté. Une fourchette plus grande, une main plus rapide. Hugo a récupéré la pomme de terre. Désolé petit, j'ai un creux. Il l'a enfournée. Lucas a ouvert la bouche pour pleurer. Il a croisé le regard de Léo. Un regard simple, ni méchant, ni menaçant. Juste un regard. Et alors, Lucas a fermé la bouche. Il a baissé les yeux vers son assiette vide. J'ai pris le plat de pâtes. Tu veux des pâtes, Lucas? Il a hoché la tête, misérable. Je l'ai servi. Il a mangé, sans un mot. Thomas a mangé, du rôti de bœuf. La porte d'entrée s'est ouverte. Marc, il est entré dans la salle à manger, son sourire fatigué habituel aux lèvres. Salut tout le... Il s'est arrêté. Il a vu la scène, une table pleine. Ses deux neveux, Thomas et Lucas mangeant en silence, l'air vaincus. Mes deux neveux, Léo et Hugo, dévorant le repas, l'air parfaitement à l'aise. Paul, riant à une blague que lui faisait Léo. Et moi assise en bout de table. Je tenais un verre de vin. Je l'ai levé vers lui. Bonsoir, chérie. Son visage, la confusion, l'incompréhension, la trahison. Qu'as-tu fait? Semblaient crier ses yeux. Il m'avait laissé seul pour gérer les conséquences de sa dette. Il m'avait laissé seul sur le champ de bataille. Alors, j'avais changé d'armée. J'ai bu une gorgée de vin. Il était délicieux. La guerre n'était pas finie. Elle venait juste de changer de camp. Oui, 2. Fin 1. L'arrivée de Léo et Hugo n'a pas seulement changé l'équilibre des forces. Elle a pulvérisé l'ancien ordre. Ma maison, qui avait été un territoire occupé, divisé en zones de conflit, le salon pour eux, la cuisine pour moi, la chambre de Paul comme seule zone neutre, est devenue un espace unifié. Mais unifié sous une nouvelle loi, celle de la majorité physique. Marc était complètement perdu. Il est resté debout dans l'encadrement de la porte de la salle à manger pendant ce qui a semblé être une éternité. Léo s'est levé. Il était maintenant plus grand que Marc. Bonsoir, tonton Marc. Léo, Hugo, vous, Claire ne m'avait pas dit. C'était une surprise, ai-je dit, mon sourire toujours en place. Assieds-toi, chérie. Il reste un peu de rôti. Il s'est assis. L'ambiance était étrange. Marc essayait de faire la conversation. Alors, le rugby, les garçons? Ça va, a dit Hugo. On est en sélection régionale. Ah, bien. Thomas et Lucas, eux, avaient fini de manger. D'habitude, ils se levaient de table sans rien demander, laissaient leurs assiettes sales et retournaient à la console. Ce soir-là, ils regardaient Léo et Hugo. Léo et Hugo ont fini. Merci Tati, c'était super bon, a dit Léo. Il a pris son assiette. Il a pris celle d'Hugo. On met où? Dans le lave-vaisselle, Léo. Merci. Thomas et Lucas se sont regardés. Ils se sont levés, ont pris leurs assiettes et, sans un mot, les ont amenés dans la cuisine. Ils n'ont pas osé les laisser sur la table. Ce n'était pas par respect pour moi. C'était par peur? Non. C'était par mimétisme social. Ils ne voulaient pas avoir l'air de bébés, comme Hugo les avait appelés, devant les deux grands. L'autorité n'avait pas besoin de venir de moi. Elle venait de la nouvelle hiérarchie qui s'était installée. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Pas de chuchotement, pas de complot. Dans le lit, Marc s'est tourné vers moi. Il n'a pas allumé la lumière. Sa voix était basse, tendue. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Que ma sœur m'a proposé d'envoyer mes neveux? J'allais refuser? Ce n'est pas la question, Claire. Tu savais que Sandrine, que les garçons, c'est... Tu essaies de prouver quoi? Ah, la vraie question. Prouver quoi? Je me suis tournée vers lui dans le noir. Je n'essaie rien de prouver, Marc. J'essaie de survivre. Survivre? N'exagère pas. Je n'exagère pas. Tu m'as laissé seule, Marc. Tu m'as laissé gérer ta sœur, ses exigences et ses deux terreurs pendant une semaine. Tu m'as vu me faire humilier. Tu as vu ton fils se faire maltraiter. Et tu n'as rien fait. Je travaille. Tu fuis. Tu fuis ta sœur. Tu fuis tes neveux. Et tu me laisses, moi, sur la ligne de front. Claire? Alors j'ai appelé des renforts. C'est tout. Il n'a rien répondu. Il s'est retourné, me tournant le dos. Le gouffre entre nous venait de s'élargir. Il ne dormait pas. Je le savais. Il était en colère. Il était en colère parce que j'avais perturbé l'équilibre précaire de sa lâcheté.
Ils préféraient me voir malheureuse et silencieuse, plutôt que défendue et bruyante. Cette nuit-là, j'ai compris que mon mariage n'était pas en danger. Il était déjà mort. Nous n'étions plus que 2 colocataires, liés par un enfant et un prêt immobilier. Et par sa dette, sa foutue dette. Le lendemain a établi la nouvelle routine. Léo et Hugo se levaient tôt. À 8 heures, ils prenaient leur petit déjeuner. Un petit déjeuner de titan. Œufs, pain, confiture, lait. Ils mangeaient rien en parlant de leur entraînement. Thomas et Lucas, qui d'habitude ne se levaient pas avant 10 heures, ont été réveillés par le bruit. Ils se sont arrivés dans la cuisine, les yeux bouffis. Ils ont vu Léo et Hugo. « Salut les nains !» a lancé Hugo, de bonne humeur. « Bien dormi ?» Thomas a grogné. « Il y a des céréales ?» Il y en avait, a dit Léo. Mais Hugo a fini la boîte. Hugo a levé les yeux de son bol, un sourire innocent. « Faut se lever plus tôt, les gars. Le lait plus tôt, les gars. » Thomas m'a regardé, attendant que j'intervienne, que je défende son droit sacré aux céréales sucrées. J'ai haussé les épaules. Il reste du pain. Ce fut le début de la guerre de la nourriture. Ce n'était pas intentionnel de ma part. C'était simplement mathématique. Léo et Hugo mangeaient. Ils mangeaient comme 4. Le frigo que je remplissais se vidait à une vitesse alarmante. Les gâteaux, les biscuits, les sodas que Marc achetait en cachette pour ses neveux disparaissaient en quelques heures. Léo et Hugo ne grignotaient pas. Ils se nourrissaient. « Tati, on peut prendre un yaourt ? Tati, il reste du jus d'orange ?» Ils demandaient, poliment. Et ils prenaient. Thomas et Lucas, habitués à ce que tout leur soit dû, arrivaient toujours trop tard. « Mais il n'y a plus de gâteaux ?» s'est plaint Lucas, le 2e jour. « Hugo les a mangés » a dit Léo. « Mais c'est pas juste !» Hugo, qui faisait des pompes au milieu du salon, parce que faut pas perdre le rythme, s'est arrêté. Il a regardé Lucas. « La justice, petit, c'est pour ceux qui se lèvent tôt, Marc a dû, pour la première fois, faire face à une crise logistique qu'il ne pouvait pas ignorer. Il m'a trouvé dans la cuisine, exaspérée. « Claire, il n'y a plus rien. Les neveux de Sandrine n'ont rien à manger. Mes neveux non plus, Marc. Le frigo est vide. Il faut refaire des courses. Mais je viens d'en faire. » Apparemment, ce n'était pas assez. Il m'a regardé, furieux. « Tu fais ça exprès. Faire quoi, Marc ? Nourrir les 4 adolescents que nous avons sous notre toit ? Mais Léo et Hugo mangent tout. Ils sont grands. Ils sont sportifs. Ils ont faim. Tu préfères qu'ils meurent de faim ? » Il a jeté son portefeuille sur la table. « C'est un complot. C'est toi et ta sœur. Ma sœur n'a rien à voir là-dedans. Elle m'a juste rendu service. Tu voulais que je m'occupe de tes neveux ? Je m'en occupe. Je m'assure qu'ils ont de la compagnie. » Il a pris les clés de la voiture et est reparti au supermarché. En colère, il commençait à comprendre. Sa dette envers Sandrine avait un prix. Et cet été, le prix venait de doubler. L'autre champ de bataille était le salon, la télévision, la console. Léo et Hugo n'étaient pas particulièrement intéressés par la console de Paul. Mais ils aimaient la télévision. Ils aimaient les matchs de rugby, les documentaires sportifs, les films d'action. Et ils étaient là les premiers. Thomas et Lucas, sortant de leur chambre à 10h30, trouvaient leur trône occupé. Léo et Hugo n'étaient pas avachis. Ils étaient assis. Ils prenaient de la place. « On peut jouer ?» a demandé Thomas, la manette à la main. « On regarde un truc » a dit Léo, sans le regarder. « Mais c'est notre console. C'est la console de Paul, non ?» a corrigé Hugo. « D'ailleurs, Paul, tu veux pas jouer ? On te laisse la place. » Paul, qui lisait un livre à côté, a secoué la tête. « Non, non, merci Hugo. C'est bon. » L'alliance était claire. Paul était sous leur protection. Thomas et Lucas étaient des éléments extérieurs, des invités. Le statut qu'ils m'avaient imposé, à moi et à Paul, leur était retourné en plein visage. Ils étaient devenus les réfugiés. Ils se sont retirés dans leur chambre. La porte s'est fermée. J'ai entendu plus tard la voix stridente de Sandrine au téléphone de Thomas. Je n'ai pas cherché à écouter. Je n'en avais pas besoin. La contre-attaque ne tarderait pas. Elle est arrivée 3 jours plus tard. Marc est rentré du travail. Il n'était pas en colère. Il était gris. Il avait l'air d'un homme vaincu. Il s'est assis à la table de la cuisine. J'étais en train d'éplucher des légumes. Sandrine a appelé. J'ai continué à éplucher. Ah, elle a appelé pendant 1 heure. J'imagine. Elle a pleuré. J'ai arrêté mon geste. J'ai regardé le couteau dans ma main. Pleurer.
Bien sûr, quand l'agression ne fonctionne pas, la victimisation prend le relais. C'était sa tactique habituelle. Elle a dit que ses enfants étaient maltraités. J'ai ri. Un rire court. Maltraités parce qu'ils ne peuvent pas manger de pizza à chaque repas et jouer à la console 24 heures sur 24. Elle a dit que tes neveux, Léo et Hugo, les terrorisaient. Ils leur ont parlé, Marc. C'est tout, ils existent car c'est ça le problème. Leur simple existence est une menace pour ces petits rois. Elle a dit que tu avais jeté les jouets de Paul par la fenêtre pour les accuser. J'ai posé mon couteau. Je me suis retournée. Et toi? Quoi, moi? Qu'est-ce que tu as répondu, Marc? Il a baissé les yeux. Il a regardé ses mains, posées à plat sur la table. Le silence. Ce silence. Encore. Ce silence qui était un aveu. Ce silence qui disait « Je n'ai rien dit. Je n'ai pas défendu ma femme. Je n'ai pas défendu mon fils. J'ai écouté. J'ai laissé le poison entrer. Marc, ma voix était dangereusement calme. Regarde-moi. Il a levé les yeux. Ils étaient pleins de misère. Tu l'as cru? Non. Non, bien sûr que non. Mais Claire, c'est ma sœur. Elle était si bouleversée. Elle te manipule. Elle nous manipule depuis des années. Et toi, tu la laisses faire. Elle a dit qu'elle venait. Mon sang s'est glacé. Quoi? Elle prend le train. Elle arrive demain. Demain. Elle venait. La reine-mère venait inspecter le champ de bataille. Elle venait sauver ses précieux petits princes de la tyrannie de la méchante belle-sœur et des ogres rugbymen. J'ai senti une vague de panique monter. C'était ce qu'elle voulait. Me faire peur. Me faire reculer. Puis la panique s'est transformée en autre chose. Une clarté froide. Bien. Bien. Claire, tu ne comprends pas. Ce sera un désastre. Vous allez vous entretuer. Qu'elle vienne. J'ai repris mon couteau. J'ai recommencé à éplucher ma carotte. Le geste était précis. Mécanique. Qu'elle vienne, Marc. J'ai levé les yeux vers lui. C'est peut-être le seul moyen de régler ça une bonne fois pour toutes. Régler quoi? Ta dette. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Il s'est levé. Tu es impossible, Claire. Tu détruis tout. Moi, c'est moi qui détruis tout? J'ai pointé le couteau vers lui, sans m'en rendre compte. Je protège ce qui reste, Marc, parce que toi, tu as déjà tout bradé. Il est sorti de la cuisine en claquant la porte. J'étais seule. Le silence de l'appartement était lourd. Demain, l'affrontement final n'allait pas avoir lieu entre moi et les enfants. Il allait avoir lieu entre moi et elle. Et mon mari serait l'arbitre. Un arbitre qui avait déjà choisi son camp. Ou à deux. Fan 2, la nuit a été blanche. Marc n'est pas revenu dans la chambre. Il a dormi sur le canapé. Ou plutôt, il a fait semblant de dormir. Je l'ai entendu se retourner, soupirer, se lever pour boire de l'eau. Il était prisonnier de son propre salon, otage de sa propre indécision. Moi, j'étais dans notre lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Je n'avais pas peur. J'étais lucide. C'était la fin de l'illusion. L'illusion que mon mariage pouvait être sauvé. L'illusion que Marc choisirait un jour notre famille plutôt que sa dette. Sandrine ne venait pas seulement pour ses enfants. Elle venait réclamer son dû. Elle venait reprendre le contrôle de son frère. Et pour cela, elle devait m'éliminer, pas physiquement, psychologiquement. Elle venait pour prouver que j'étais la folle, la méchante, la froide, toutes les étiquettes qu'elle m'avait collées au fil des ans. Et Marc, par son silence, tenait le pot de colle. Le lendemain matin, la maison était un camp retranché. J'ai réveillé Léo et Hugo. Les garçons, ma belle-sœur, la mère de Thomas et Lucas, arrivent ce matin. Ils m'ont regardé. Ils avaient compris, bien avant moi, la dynamique de cette maison. Elle n'est pas contente, n'est-ce pas? A dit Léo. Non, elle n'est pas contente. Qu'est-ce qu'on fait, Tati? A demandé Hugo, toujours pratique. Vous ne faites rien. Vous continuez à être vous-même. Vous êtes poli. Vous ne répondez pas aux provocations. Vous êtes mes invités. C'est ma maison. Ils ont hoché la tête. Des soldats. J'ai préparé le petit déjeuner. Marc est apparu, les yeux cernés, le visage gris. Il a bu son café debout, sans un mot. Thomas et Lucas, eux, étaient étrangement excités. Ils savaient. « Maman arrive, chantait-il. Il me regardait avec un air de défi. « Tu vas voir, tu vas payer. » Même Paul le sentait. Il ne quittait pas mes jambes. « Maman, Tati Sandrine, elle est méchante? »
Non, mon cœur. Elle est triste. Et les gens tristes font parfois des choses méchantes. 11 heures. L'interphone. Le son était différent de celui de l'arrivée de mes neveux. Il était bref, agressif. Marc a sursauté. Il est allé ouvrir comme un automate. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Léo et Hugo étaient dans le salon, en train de lire. Ils n'avaient pas bougé. Thomas et Lucas se sont précipités dans l'entrée. « Maman !» J'ai entendu sa voix, aiguë, métallique, pénétrante. « Mes bébés, mes pauvres chéris, qu'est-ce qu'elle vous a fait ?» Elle est entrée dans le salon. Sandrine Lefebvre, petite, menue, habillée de noir de la tête aux pieds. Des vêtements chers, mais sans joie. Elle avait un visage anguleux, des yeux noirs perçants. Elle serrait ses deux filles contre elle, comme s'il venait d'échapper à un incendie. Elle m'a vue, elle m'a dévisagée, de haut en bas. Mon jean, mon t-shirt simple, mon tablier. Son regard disait tout son mépris. Puis elle a vu Léo et Hugo. Ses yeux se sont rétrécis. Elle n'avait pas anticipé ça. Elle ne s'attendait pas à ce que l'ennemi soit si grand. « Bonjour Sandrine », ai-je dit, ma voix parfaitement neutre. Marc était derrière elle comme une ombre. Claire, elle n'a pas dit « bonjour ». Elle a lâché ses filles et s'est avancée au centre de la pièce. Elle inspectait le territoire. « Marc, mon frère, comment as-tu pu la laisser faire ?»« Faire quoi ?» Elle ne le précisait pas. Le crime était mon existence même. « Sandrine, calme-toi », a murmuré Marc. « Ce sont les neveux de Claire, Léo et Hugo. Je vois bien que ce ne sont pas les miens. » Elle s'est tournée vers mes neveux. Son regard était glacial. Léo a levé les yeux de son livre. « Bonjour, madame. » Sa politesse, sa voix grave, cela l'a déstabilisée. Elle s'attendait à des barbares. Elle trouvait un jeune homme bien élevé. Elle s'est tournée vers moi, sa colère redoublant. « Tu m'expliques, Claire ? Expliquer quoi ? Que j'ai invité ma famille dans ma propre maison ? Tu te moques de moi. Tu sais très bien que mes fils sont sensibles. Tu les as terrorisés. Maman, elle a jeté les Legos par la fenêtre, » a crié Thomas, retrouvant sa voix. « Quoi ?» Sandrine s'est tournée vers Marc. « Elle a fait ça ?» Marc s'est tortillé. C'était un accident. Les garçons avaient cassé le château de Paul. « Je me fiche de Paul !» a-t-elle hurlé. Le nom de mon fils, craché comme une insulte. Paul, qui était caché derrière ma jambe, a sursauté. Léo s'est levé, lentement. Il n'a rien dit. Il s'est juste levé. Il mesurait 1,85 m. Il dominait la pièce. Il dominait Sandrine. Sandrine a reculé d'un pas. Léo a regardé Paul. « Viens, champion, on va dans ta chambre. Je te montre le nouveau maillot de l'équipe de France. » Il a pris Paul par la main. Hugo s'est levé aussi. Ils sont passés devant Sandrine. Ils ne l'ont pas bousculé. Ils l'ont contourné, comme on contourne un obstacle. Un chien qui aboie. Ils sont partis. Le salon semblait soudain vide, et la tension encore plus lourde. Sandrine était furieuse. Elle venait de perdre la première bataille. Sa puissance, basée sur le cri et l'émotion, venait de se heurter à une force tranquille, une puissance physique qu'elle ne pouvait pas intimider. Elle a changé de tactique. Elle s'est effondrée sur le canapé. Les larmes, voilà. Marc, je ne me sens pas bien. Je crois que je vais faire une crise. Marc s'est précipité. Sandrine, assieds-toi. Toi, veux-tu un verre d'eau ? Elle me stresse. Je ne peux pas rester ici. Mes enfants ne sont pas en sécurité. Thomas et Lucas, en bons petits soldats, se sont remis à pleurer. On veut rentrer à Paris, maman. C'était une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre tragique et mal jouée. Et j'étais la seule spectatrice à ne pas applaudir. Sandrine, ai-je dit en m'asseyant sur l'autre fauteuil. Si tu veux repartir, la gare est à 10 minutes en taxi. Marc m'a regardé comme si je venais de commettre un blasphème. Sandrine a arrêté ses larmes nettes. Ses yeux noirs ont lancé des éclairs. Tu me chasses ? Je te propose une option. Tu dis que tes enfants ne sont pas en sécurité. La conclusion logique est de les emmener. Je ne partirai pas. Je ne te laisserai pas détruire mon frère. Elle ne parlait plus de ses enfants. Elle parlait de son véritable objectif. Mon mari, Marc, a-t-elle dit, sa voix redevenant douce, presque séductrice. Chérie, viens, laisse-nous, va nous acheter à manger. J'ai besoin de parler à Claire. Seule à seule. Elle voulait le faire sortir.
Elle voulait l'affrontement direct. Marc, lâche, mais obéissant. Quoi acheter? N'importe quoi. Des gâteaux. Pour mes bébés. Ils meurent de faim. Elle a sorti sa carte de crédit. Tiens, prends ça. Fais-toi plaisir. Elle le traitait comme un coursier. Et lui, il a pris la carte. Il m'a jeté un dernier regard. Ne fait rien. Il est parti. La porte s'est refermée. Nous étions seuls. Elle, ses 2 fils et moi. Dans le lointain, j'entendais le bruit étouffé de Léo, Hugo et Paul qui jouaient dans la chambre. Sandrine s'est levée. Le spectacle était terminé. Son visage était dur. Alors, c'est ça. C'est ça quoi, Sandrine? Tu penses que tu as gagné? Tu penses qu'en ramenant tes gorilles, tu vas me faire peur? Ce sont mes neveux, et ils ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là parce que je les ai invités. Elle s'est approchée de moi. Elle sentait le parfum cher et la laque. Tu sais ce que tu es, Claire? Tu es une ratée. Une petite institutrice de province qui a eu la chance d'épouser mon frère. Un homme bien, un homme loyal. Loyal, oui. Et tu gâches tout, tu le rends malheureux. Tu le coupes de sa famille. C'est toi, sa famille? Je suis sa seule famille. J'étais là avant toi. Je serai là après toi. Elle s'est penchée vers moi. Marc est faible. Il a toujours été faible. Il a besoin de quelqu'un de fort pour le protéger. Et cette personne, c'est toi. Ça l'a toujours été. C'était un aveu, une déclaration de possession. Marc n'était pas son frère. Il était sa chose. Et moi, ai-je demandé, curieuse, je suis quoi dans ton plan? Toi, tu n'es rien. Tu es un accident, une erreur de parcours, et tu vas disparaître. Elle a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu sais, l'année dernière, après l'histoire du service athée de ta mère, mon cœur a raté un battement. Marc était si bouleversé. Il t'a trouvée si froide, si peu aimante. Elle mentait, ou peut-être pas, peu importait. Il m'a appelée. Il m'a dit « Sandrine, je crois que j'ai fait une erreur en l'épousant. » Le poison. Elle le distillait. Goutte à goutte, j'ai gardé mon visage impassible. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Thomas, Lucas, elle s'est retournée vers ses fils. Allez dans votre chambre. Maman a des choses à régler. Ils ont obéi, mais à contre-cœur. Ils voulaient voir le sang. Elle s'est rassise. Alors, Claire, on fait quoi? Tu vas faire tes valises ou je dois t'y aider? Tu es chez moi, Sandrine. Je suis chez mon frère. C'est mon nom sur le bail, avec le sien. Elle a ri. Les papiers, toujours les papiers avec toi. Tu es si terre à terre, si ennuyeuse. Elle a sorti un paquet de cigarettes de son sac. Tu ne fumes pas ici, ai-je dit. Je fume où je veux. Elle a allumé sa cigarette. Elle a soufflé la fumée en direction du plafond. Tu vois, Claire, le problème avec toi, c'est que tu penses que c'est un combat juste. Tu penses que les règles s'appliquent. Katia, elle s'est penchée en avant. Il n'y a pas de règles. Il y a ce que je veux. Et je veux que tu partes. Je l'ai regardé. La fumée piquait les yeux. L'odeur de sa victoire, anticipée, emplissait la pièce. Non, ai-je dit. Quoi? Non, je ne pars pas. Son sourire s'était effacé. Tu es chez moi, et si quelqu'un doit partir, c'est toi. Et tes enfants. Elle m'a regardée, stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à une telle résistance. Elle s'attendait à ce que je m'effondre en larmes. Elle s'attendait à ce que j'appelle Marc. Elle s'attendait à ce que je supplie. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai juste dit non, le mot le plus puissant de l'univers. Elle s'est levée. Elle a écrasé sa cigarette sur la table basse. La table en bois que j'avais héritée de ma grand-mère. Elle a laissé une marque noire brûlée. Un stigmate. Tu vas le regretter, Claire. Tu vas amèrement le regretter. Elle est sortie du salon. Je l'ai entendue entrer dans la chambre de ses fils. La porte a claqué. J'étais seule, avec la marque de brûlure sur ma table et l'odeur de la guerre froide. OI2, Fan 3. Je suis restée assise pendant 10 minutes. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé la marque de brûlure. Ce n'était pas un accident. C'était une signature, une déclaration de guerre. J'étais ici. Je peux détruire ce que tu aimes. J'ai entendu la porte d'entrée bien s'ouvrir. Marc, il est revenu, les bras chargés de sacs en plastique, des gâteaux, des sodas, les offrandes de paix pour ses neveux. Il est entré dans le salon. Il m'a vu. Il a vu la table,
Son visage s'est décomposé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a posé les sacs. Il a touché la marque noire du bout du doigt. C'est Sandrine? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit, Claire? Et voilà la question. La faute retournée. Ce n'était pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai levé les yeux vers lui. Je n'avais plus de colère, seulement un vide immense. Je lui ai dit non, non. Elle m'a demandé de partir, de faire mes valises, de te quitter. J'ai dit non. Il a reculé, comme si je l'avais frappé. Elle n'aurait jamais. Tu la connais mieux que moi, Marc. Dis-moi ce qu'elle aurait fait. Il n'a pas répondu. Il s'est passé la main sur le visage. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Oui, il faut calmer les choses. Je vais lui parler. Il s'est dirigé vers la chambre où elle s'était enfermée. Il a frappé doucement. Sandrine? C'est moi. Ouvre-moi. J'ai acheté des chouquettes. J'ai ri. Un rire silencieux qui secouait mes épaules sans faire de bruit. Il essayait d'éteindre un incendie avec un pistolet à Yahoo. Elle n'a pas ouvert. J'ai entendu sa voix étouffée à travers la porte. Laisse-moi, Marc! Laisse-moi! Je ne suis pas en sécurité avec cette folle. Marc est revenu vers moi, l'air pitoyable. Elle ne veut pas sortir. Elle a peur. Elle n'a pas peur, Marc. Elle joue et elle est en train de gagner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Claire? Hein? C'est ma sœur, c'est ta famille, on est tous. Non. J'ai coupé sa phrase. Ce n'est pas on, c'est toi et ta sœur. Et c'est moi et ma famille. Tu as tracé la ligne depuis longtemps. Je ne fais que la regarder. Je me suis levée. J'ai pris un chiffon humide. J'ai essayé d'essuyer la marque de brûlure. Elle ne partait pas. Bien sûr que non. Laisse, a-t-il dit. Je la ferai réparer. Tu ne peux pas réparer ça, Marc. La journée s'est étirée. Un état de siège. Sandrine, Thomas et Lucas restaient dans leur chambre. La chambre des otages. Marc faisait les 100 pas dans le couloir, tel un négociateur impuissant. Moi, Léo, Hugo et Paul, nous étions dans le salon. L'ambiance était étrange. Léo et Hugo essayaient de détendre l'atmosphère pour Paul. Ils lui faisaient des blagues, lui montraient des vidéos de rugby. Mais Paul sentait la tension. Moi, je préparais le dîner. Comme si de rien n'était. La normalité est une arme. C'était ma seule défense. J'ai fait des pâtes. Une quantité astronomique de pâtes. J'ai mis la table. 5 assiettes. J'ai ignoré la chambre du fond. Marc est venu me voir. Tu n'appelles pas Sandrine? Elle sait où est la cuisine. Si elle a faim, elle viendra. Nous avons mangé. Léo, Hugo et Paul mangeaient avec appétit. Moi, je n'avalais rien. Marc picorait. Claire, s'il te plaît. C'est ridicule. Quoi donc? Cette grève? Je ne fais pas grève, je dîne. Il a poussé son assiette. J'en peux plus. Je vais chercher des pizzas pour eux. Il est reparti. Il est devenu le livreur. L'esclave, il est revenu avec 3 boîtes. Il les a déposées devant la porte de la chambre de Sandrine, comme une offrande. Sandrine, c'est des pizzas. La porte s'est entr'ouverte. Une main a attrapé les boîtes. La porte s'est refermée. Marc est resté là, devant la porte close. J'ai détourné le regard. L'humiliation de cet homme, mon mari. C'était trop, c'était insupportable. J'ai débarrassé la table, j'ai fait la vaisselle. Léo est venu m'aider. Tati, ne dis rien, Léo. On peut partir si tu veux. On peut rentrer à Annecy. J'ai arrêté mon geste. J'ai regardé mon neveu. 17 ans. Et plus d'honneur et de courage que mon mari de 35. J'ai posé ma main sur sa joue. Merci, mon grand. Mais non, vous ne partez pas. Si vous partez, elle gagne. Mais non, c'est chez moi. Il a hoché la tête. D'accord, Tati, on reste. Cette nuit-là, Marc a encore dormi sur le canapé. Je me suis endormie, épuisée, vers 3 heures du matin. J'ai été réveillée par un cri. Pas un cri de colère, un cri de douleur, un cri d'enfant. J'ai bondi hors du lit. Il était 6 heures du matin, l'aube, je suis sortie dans le couloir. Sandrine était là en chemise de nuit. Lucas était par terre, pleurant. Hugo se tenait au-dessus de lui, l'air confus. Il venait de se réveiller, il était en short de pyjama. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé. « Il l'a frappé !» a hurlé Sandrine. « Cet animal a frappé mon fils !» Marc est sorti de sa couverture sur le canapé. Léo est sorti de sa chambre. Thomas est apparu derrière sa mère.
Tous les acteurs étaient là, étaient en place, Gasset. La scène était prête. Hugo, qu'est-ce qui s'est passé? Hugo, 15 ans, encore embué de sommeil, avait l'air perdu. Rien. Je sortais des toilettes. Il était là, dans le couloir. Je l'ai à peine touché en passant. Il s'est jeté par terre. Menteur, a crié Lucas, qui pleurait de plus belle. Tu m'as poussé. Tu m'as dit, dégage, le nain. Hugo n'a pas fait ça, a dit Léo, sa voix grave remplissant le couloir. Il ne parle pas comme ça. Tu vas voir, toi, a crié Sandrine, se tournant vers Léo. Tes gorilles, tes monstres. Marc, fais quelque chose. Ils attaquent mes enfants. Elle était en pleine crise d'hystérie. Calculée, parfaite, elle s'est tournée vers Marc. Marc, tu choisis, c'était le moment. L'ultimatum. Tu les mets dehors, maintenant, ou c'est moi qui pars, et tu ne me reverras plus jamais, ni moi, ni tes neveux. Elle l'avait piégée. La dette ultime, la choisir elle ou moi, parce que chasser Léo et Hugo, c'était me chasser moi, c'était me détruire. Tous les regards étaient tournés vers Marc. Marc en chaussettes, les cheveux en bataille, au milieu du couloir. L'arbitre, le juge, le lâche. Il m'a regardé, ses yeux. Il ne demandait pas la vérité. Il me suppliait de céder. Claire, s'il te plaît, calme-la, fais quelque chose. Je n'ai rien fait. J'ai soutenu son regard. Marc, ma voix était un murmure. Dis-lui la vérité. La vérité, a-t-il bégayé. Dis-lui qu'Hugo est incapable de faire ça. Dis-lui que son fils ment. Sandrine a poussé un cri de rage. Me traiter de menteuse, moi, et mon fils, dans ta propre maison, Marc. Marc a fermé les yeux. Il était au bord du précipice. Et il a sauté. Il a sauté du mauvais côté. Il a ouvert les yeux. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé Léo et Hugo. Sa voix était basse, morte. Claire, Léo, Hugo. Il n'arrivait pas à le dire. C'est peut-être mieux si... J'ai senti le sol se dérober. Si vous partiez. Non, juste pour calmer les choses. Il l'avait dit. Ce n'est pas pour toujours. Juste... Il a regardé Sandrine. Juste le temps que les choses s'apaisent. Il a regardé Léo et Hugo. Je suis désolée. Ils sont grands. Ils peuvent peut-être aller à l'hôtel. Il a sorti son portefeuille. Je paierai. Le silence absolu qui a suivi ces mots. Je paierai. Il pensait qu'il pouvait acheter sa sortie. Il pensait qu'il pouvait payer pour son crime. Il venait de chasser ma famille de ma propre maison, sur la base d'un mensonge, pour apaiser sa sœur. Il venait de me poignarder. Il venait de choisir. Léo a regardé Marc. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement du mépris. Un mépris si pur, si total, qu'il était plus dévastateur que n'importe quelle insulte. C'est bon, tonton Marc. Garde ton argent. Il s'est tourné vers Hugo. Va faire ton sac. Il m'a regardé. Tati, on fait nos sacs. On t'attend en bas. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas crié. Ils ont juste obéi. Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que la bataille était perdue. Que leur présence ne faisait que me blesser davantage. Ils sont partis dans leur chambre. Sandrine a souri, un sourire de triomphe. Elle a pris Lucas dans ses bras. C'est fini, mon chéri. Les méchants s'en vont. Marc était toujours là, figé. Il me regardait enfin, attendant quelque chose. Quoi, le pardon? Je les regardais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé comme s'il était un étranger que j'avais croisé dans la rue, un inconnu. Puis je lui ai tourné le dos. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai entendu l'agitation. J'ai entendu Léo et Hugo sortir, le bruit de leur sac, la porte d'entrée qui se ferme, le silence. Puis j'ai entendu la voix de Sandrine, victorieuse, dans le couloir. Voilà, c'est mieux. Maintenant, Marc va me faire un café. J'en ai bien besoin. J'ai regardé ma valise dans le coin de la chambre. La bataille était perdue. Mais la guerre venait de commencer. OI 2, fin 4, je suis restée dans la chambre. La porte fermée. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'est pour la tristesse ou la colère. Je ne ressentais ni l'un ni l'autre. Je ressentais le vide. Le son de la maison avait changé. Dehors, ce n'était plus le silence tendu d'un champ de bataille. C'était le bruit de l'occupation victorieuse. J'entendais la voix de Sandrine. Haute,
joyeuse. Elle avait repris possession des lieux. Elle avait repris possession de son frère. J'entendais Marc, sa voix basse, morte. Oui, Sandrine. Tout de suite, Sandrine. Il lui faisait du café. Il lui ouvrait un paquet de gâteaux. Il avait payé sa dette avec mon honneur. J'entendais Thomas et Lucas. Ils avaient récupéré la télévision. Le son du jeu vidéo, arrogant, triomphant, revenait plus fort qu'avant. Ils avaient gagné. J'ai regardé autour de moi. Ma chambre, notre chambre, le lit défait, les vêtements de Marc sur une chaise, un espace qui ne m'appartenait plus, un lieu étranger. J'ai regardé la marque de brûlure sur ma main, là où je m'étais cognée en partant. Non, c'était la marque sur la table. Mon esprit était confus. Je me suis assise sur le lit. J'ai écouté l'homme que j'avais épousé servir la femme qui venait de me détruire. Il n'est même pas venu voir si j'étais vivante. Il n'a pas frappé à la porte. Il était trop occupé à gérer la victoire de sa sœur. Lentement, mécaniquement, je me suis levée. J'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti ma valise, la grande, celle que nous utilisions pour les vraies vacances vacancées, celle où nous étions heureux, il y a longtemps. Je l'ai posée sur le lit, j'ai ouvert les tiroirs. Mes vêtements. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas choisi. J'ai pris les piles de t-shirts, de jeans, de sous-vêtements. J'ai tout mis dedans. Puis je suis allée dans la chambre de Paul. La porte était ouverte. La chambre était vide. Il était parti avec Léo et Hugo. Non, mon cœur s'est arrêté. Non, il était... Où était Paul? Je l'avais oublié. Dans le drame, Je suis sortie dans le couloir, paniquée. La chambre de Léo et Hugo était vide. La chambre de Paul. J'ai poussé la porte. Il était là, assis sur son lit, tout petit. Il n'avait pas été dans le couloir. Il avait tout entendu. Il serrait son ours en peluche. Il ne pleurait pas. Il me regardait. Maman, sa petite voix. Léo et Hugo sont partis. Oui, mon chéri. Tonton Marc les a chassés. Il ne posait pas de questions. Il constatait. Oui, parce que Tati Sandrine est méchante. Oui, il a serré son ours. On part, nous aussi. Je l'ai regardé. 5 ans. Et il avait tout compris. Il avait compris que cet endroit n'était plus sûr. Que l'homme qui était censé le protéger, son père, avait échoué. J'ai ravalé quelque chose. Ce n'était pas des larmes. C'était de l'acide. Oui, mon amour, on part. Je suis allée à sa petite armoire. J'ai sorti son sac à dos Spider-Man. J'ai mis ses dinosaures préférés dedans. Son pyjama, sa brosse à dents, 2 changes. Va mettre tes chaussures, Paul. Celle qui court vite, il a hoché la tête, il a glissé du lit, et il est allé, obéissant, mettre ses chaussures. Je suis retournée dans ma chambre avec ma valise. J'ai pris mon sac à main, mes clés, mon portefeuille. La porte s'est ouverte. Marc, enfin, il m'a vue, il a vu la valise. Son visage, la confusion, la peur, pas la culpabilité. Pas encore. Claire, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la fermeture éclair de la valise. Le bruit était sec. Claire, arrête ça. Il s'est approché. Arrête, tu es sur les nerfs. C'est normal. C'était une matinée difficile. Il parlait comme à une patiente. Claire, écoute-moi. Il a essayé de prendre mes mains. J'ai reculé. Ne me touche pas. Ma voix était si basse qu'il a dû se pencher pour l'entendre. Claire, s'il te plaît, j'ai dû le faire. Les voilà. Les excuses. Le moment où il allait m'expliquer. Le moment où il allait me demander de comprendre. Tu ne comprends pas. Sandrine, elle n'est pas stable. Elle aurait fait une bêtise. Elle menaçait de... Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cet homme que j'avais aimé. Cet homme dont j'avais excusé les faiblesses pendant 7 ans. Cet homme qui m'expliquait pourquoi il avait sacrifié mon honneur pour sa tranquillité d'esprit. Il parlait. Il parlait de son enfance, de sa mère malade, de Sandrine qui s'était occupée de lui, de la dette, encore. Il parlait. Sa voix était un bruit de fond, un moustique. Je l'ai regardé et j'ai réalisé. Je m'en fichais. Je m'en fichais de son enfance. Je m'en fichais de sa mère malade. Je m'en fichais de sa dette. Toutes ces années, j'avais essayé de comprendre. J'avais passé des nuits à essayer de comprendre pourquoi il a laissé me traiter ainsi. J'avais passé des heures à essayer de comprendre pourquoi il ne me défendait jamais. Et je l'avais excusé.
parce que je comprenais. Comprendre, c'était ma prison. Comprendre, c'était le poison que j'avalais volontairement. Et là, en le regardant se justifier, pitoyable dans notre chambre, avec ma valise à mes pieds, je n'avais plus envie. Je ne voulais plus comprendre. Je ne voulais plus comprendre pourquoi il m'avait trahi. Je voulais juste que ça s'arrête. Et j'ai senti un soulagement, une libération, froide, totale. Il s'est arrêté de parler. Il a vu le changement dans mes yeux. Claire, ma voix était calme. Mon cœur était calme. Pour la première fois depuis des années. J'ai passé ces 7 ans de ma vie à essayer de te comprendre, Marc. J'ai passé ces 7 ans à essayer de comprendre ta sœur, à essayer de trouver des raisons à sa cruauté, à trouver des excuses pour ta lâcheté. Claire, ce n'est pas... C'est fini. J'ai pris la poignée de ma valise. Je n'ai plus envie de comprendre. Il a paniqué. La vraie panique. Ce n'était plus la peur de sa sœur. C'était la peur de me perdre. Il l'avait eu trop tard. Claire, non, attends. Il a essayé de bloquer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas aller? Chez ma sœur, à Annecy. Mais ton travail, Paul, l'école? L'école est finie, Marc. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est ma maison aussi. C'est mon fils. Il a levé la voix. La colère, enfin. Il était en colère contre moi. Pas contre Sandrine, qui avait brûlé ma table. Pas contre lui-même, qui m'avait trahi, contre moi, qui partait. C'était la confirmation finale. J'ai tiré la valise. Laisse-moi passer, Marc. Non, on doit parler. J'ai regardé cet homme qui me bloquait le chemin. J'ai levé les yeux vers lui et je lui ai dit la seule chose qui comptait. Ce matin, tu avais le choix. Tu avais le choix entre ta sœur et ton fils. Ce n'est pas vrai. Si, Lucas a menti. Paul le sait, Léo le sait, Hugo le sait, tu le sais. Et tu as choisi de punir les innocents pour apaiser la coupable. Tu as appris à ton fils que la vérité ne vaudrait rien, que son père ne le protégera pas. J'ai fait ça pour, je sais, pour ta dette. J'ai poussé la porte. Il a résisté. Paul est arrivé dans le couloir avec son petit sac à dos. Il a vu son père qui bloquait sa mère. Son visage s'est fermé. Laisse maman partir. Sa petite voix. Marc s'est retourné. Il a vu son fils. Et il s'est effondré. Il a lâché la porte. Il s'est appuyé contre le mur. Il a compris. Il avait tout perdu. Il avait payé sa dette. Et le prix, c'était nous. J'ai pris la main de Paul. J'ai tiré ma valise. Je suis passée devant lui. Je ne l'ai pas regardé. Je suis allée dans l'entrée. Sandrine est sortie de la chambre. Elle a vu la valise. Elle a vu mon visage. Elle a vu Paul, main dans la main avec moi. Son visage, d'habitude si dur, a montré une seconde d'incrédulité. Elle n'avait pas prévu ça. Elle voulait me briser, pas me chasser. Elle voulait que je reste vaincue. Elle ne voulait pas que je parte libre. J'ai ouvert la porte d'entrée. Claire, la voix de Marc derrière moi. Un murmure brisé. Ne pars pas. Je me suis arrêtée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai regardé le paillasson bienvenu. J'ai pensé à Léo et Hugo qui m'attendaient en bas. J'ai pensé à la marque de brûlure sur la table. J'ai pensé au visage de mon fils. Et j'ai dit « C'est trop tard, Marc ». J'ai tiré Paul avec moi dans le couloir. J'ai fermé la porte. Le clic de la serrure. Le son le plus doux que j'ai jamais entendu. La fin. Le début. Oh oui, tu as... Fin 1, l'ascenseur descendait. Le silence était absolu, seulement troublé par le léger sifflement de la cabine. Paul serrait ma main. Ses petits doigts étaient froids, mais sa main ne tremblait pas. La mienne, si. Ma valise roulait doucement à côté de moi. J'ai regardé les chiffres lumineux changer. 3, 2, 1. Je ne regardais pas mon reflet dans le miroir. Je ne voulais pas voir mon propre visage. Je ne savais pas qui j'étais, à cet instant précis. J'étais une femme qui avait échoué. Non, j'étais une femme qui avait survécu. Les portes se sont ouvertes. Le hall de l'immeuble, froid, impersonnel, et ils étaient là, Léo et Hugo. Ils n'étaient pas partis. Ils n'étaient pas rentrés à Annecy. Ils attendaient, assis sur la marche de l'escalier de secours, leur sac à leurs pieds. Quand ils nous ont vus, Léo et moi hâtés avec nos valises, ils se sont levés. Il n'y a eu aucune surprise sur leur visage, seulement une tristesse grave. Léo a regardé Paul. « Ça va, champion ?» Paul a hoché la tête, trop intimidé pour parler.
Hugo s'est approché de moi. Sans un mot, il a pris la poignée de ma valise. On y va, Tati. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a juste pris le poids. Cette simple action. Cette loyauté silencieuse et évidente. C'était tout ce dont j'avais besoin. Léo a ouvert la lourde porte vitrée de l'immeuble. L'air frais du matin m'a frappé. L'odeur de Lyon, les gaz d'échappement, la boulangerie d'en face. J'ai inspiré. C'était la première bouffée d'air libre depuis des semaines. Nous avons marché jusqu'à leur voiture, garée à une centaine de mètres. Hugo a mis ma valise et le sac de Paul dans le coffre. Léo a ouvert la portière arrière pour Paul, l'attachant lui-même. Je me suis assise à l'avant, côté passager. La voiture a démarré. Au moment où nous passions devant l'immeuble, mon téléphone a vibré dans mon sac. Une fois, Marc, puis une deuxième fois. Marc, je n'ai pas bougé. Léo, qui conduisait, a jeté un bref regard vers mon sac. Tu veux que je l'éteigne ? Non, laisse-le. Je voulais entendre sa panique. Je voulais qu'elle reste à l'extérieur. Un bruit, pas une obligation. La voiture s'est engagée sur le périphérique. J'ai regardé Lyon disparaître dans le rétroviseur. Je n'ai pas pleuré. J'étais vide. Un champ de bataille après l'explosion. Silencieux, fumant. Paul s'est endormi à l'arrière, sa tête contre la vitre. Le trajet jusqu'à Annecy a duré 2 heures. 2 heures de silence. 2 heures où Léo et Hugo ont simplement mis de la musique douce. 2 heures où mon téléphone a vibré. 23 fois. Appel manqué. Message. Claire, reviens. On peut arranger ça. Ne fais pas ça à Paul. Tu ne peux pas me faire ça. Me faire ça, ce n'était jamais ce que je t'ai fait. C'était toujours ce que tu me fais. Le pronom était un aveu. Annecy, la maison de ma sœur Marie, différente de la mienne. Un petit jardin en désordre, plein de vie. Des vélos contre le mur. Marie nous attendait sur le porche. Léo avait dû l'appeler en route. Elle a vu la voiture s'arrêter. Elle a vu mon visage quand je suis sortie. Elle a vu ma valise. Elle a vu Paul, endormi, que Léo sortait délicatement de la voiture. Elle n'a pas posé de questions. Elle est venue vers moi. Elle m'a prise dans ses bras. Et c'est là, dans la chaleur de ses bras, que j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de décompression, comme un plongeur qui remonte trop vite à la surface. Le poison des 7 dernières années sortait. « Ça va aller, Claire », m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Ça va aller. Tu es à la maison. » J'ai dormi. J'ai dormi 14 heures d'affilée. Quand je me suis réveillée, la maison était calme. J'entendais des rires, au loin, dans le jardin. Je me suis levée. Par la fenêtre, j'ai vu Paul. Il jouait au ballon avec Léo et Hugo. Il courait. Il riait. Un vrai rire. Pas le petit rire étouffé qu'il avait à Lyon. Il n'y avait pas de Thomas, pas de Lucas. Il n'y avait pas de Sandrine. Il était en sécurité. Je suis descendue. Marie m'a tendu une tasse de café. Marc a appelé. Sur le fixe. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que tu dormais. Et que Paul allait bien. Merci. Il va rappeler. Je sais. J'ai bu le café. Le premier vrai café, depuis des jours. Mon téléphone était sur le comptoir. 57 appels manqués. Une centaine de messages. Des supplications. Des menaces. Si tu ne réponds pas, j'appelle la police pour enlèvement d'enfants. Puis la colère. Tu détruis notre famille, Claire. Et enfin, la pitié. Je suis désolée, reviens. Je t'en supplie. Je l'ai regardé. Un objet mort, un lien vers un monde auquel je n'appartenais plus. J'ai éteint le son. J'ai passé les 3 jours suivants à respirer. Je lisais dans le jardin. Je faisais des promenades au bord du lac avec Paul. Je regardais mes neveux, si simples, si droits, dans leurs bottes, plaisanter avec leur mère. Une famille normale, bruyante, aimante. Je n'ai pas répondu à Marc. Je n'étais pas prête. Je ne savais pas si je le serais un jour. Le 4e jour, l'email est arrivé. Le grand email, celui que j'attendais. Pas un message texte, un vrai, long email. Sujet, s'il te plaît, lis-moi. C'est important. Je me suis assise sur la terrasse. Paul était parti faire des courses avec Marie. J'étais seule. J'ai ouvert l'email. C'était une lettre. Une lettre de justification. Pas une lettre d'excuse. Claire, je sais que tu es en colère. Je comprends. J'ai merdé. Mais, le
le mot qui annule tout ce qui précède. Mais tu dois comprendre ma position. J'étais coincée. Sandrine n'est pas méchante, elle est brisée. Quand notre mère est morte, elle s'est occupée de tout. Elle avait 19 ans. Elle a sacrifié ses études pour moi. Elle m'a protégée. Elle a toujours été là. Je lui dois tout, Claire. Ce matin-là, quand elle m'a menacée de ne plus jamais me voir, j'ai paniqué. Elle est ma seule famille, à part toi et Paul. Je ne pouvais pas la perdre. Je sais que Lucas a menti. Je le sais. Mais Léo et Hugo sont grands. Elles sont forts. Ils pouvaient aller à l'hôtel une nuit ou deux. C'est ce que je leur ai proposé. J'allais payer. Sandrine, elle se serait fait du mal. Elle l'a menacée. J'ai choisi de protéger la plus faible. Je pensais que tu comprendrais. Tu es si forte, Claire. J'ai toujours compté sur ta force. Je t'en supplie, reviens. Cette maison est vide sans toi. Je parlerai à Sandrine. Je mettrai des limites. Je te le promets. Je t'aime. Marc, j'ai lu la lettre. Une fois, 2 fois. J'attendais. J'attendais la douleur familière, la colère sourde, la tristesse, l'envie de hurler. Rien. Il n'y avait rien. Le poison était sorti. J'ai relu la phrase clé. Je pensais que tu comprendrais. Et j'ai réalisé. C'était ça la prison. Ma compréhension avait été ma cage. Parce que je comprenais son traumatisme. Je comprenais sa dette. Je comprenais sa peur de l'abandon. Et parce que je comprenais, j'excusais. J'excusais sa lâcheté. J'excusais le fait qu'il me jette sous le bus pour protéger sa sœur. J'excusais qu'il sacrifie la vérité de son propre fils. Je n'avais plus envie de comprendre. La compréhension était une trahison envers moi-même. Je l'ai regardée à travers ces mots. Elle est ma seule famille à part toi et Paul. Une hiérarchie, elle d'abord, nous ensuite. J'ai choisi de protéger la plus faible. Et la plus faible, ce n'était pas moi, ce n'était pas Paul, c'était elle, l'agresseur. Il avait réécrit l'histoire. Il avait fait d'elle la victime et de moi la personne forte qui devait tout encaisser. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris un verre d'eau. Marie et Paul sont rentrés, leur sac plein de légumes. Paul a couru vers moi, me montrant une tomate difforme. « Maman, regarde, on dirait un dinosaure. » J'ai crié. J'ai pris la tomate. « Tu as raison, mon chéri. C'est un tomatosaure. » Marie m'a regardée, interrogatrice. Elle avait vu l'ordinateur. J'ai hoché la tête. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé mon fils, qui expliquait sa découverte à Hugo. J'ai regardé le soleil sur le lac, au loin. « Oui, Marie, j'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis 7 ans, ça va vraiment. Je n'avais plus besoin qu'il comprenne. Je n'avais plus besoin de le comprendre. J'avais juste besoin d'être libre. Et je l'étais. La guérison avait commencé. Ce n'était pas un pardon. C'était un détachement. Fin de 1 semaine. 1 semaine que j'étais à Annecy. 1 semaine que j'avais coupé le son de mon téléphone. Les messages de Marc avaient changé. Après les supplications, je t'aime, et les menaces, c'est mon fils, était venu le silence radio. 3 jours sans un mot. C'était, d'une certaine manière, plus effrayant. Le silence de la colère, le silence de la résignation, ou, comme je le découvrirai bientôt, le silence d'une stratégie en préparation. La vie chez Marie avait pris un rythme. Paul était inscrit à un stage d'été au bord du lac. Il partait le matin, joyeux, son sac Spiderman sur le dos. Léo et Hugo étaient retournés à leur entraînement de rugby. Marie et moi, nous étions assises sur la terrasse. Nous parlions d'avocat, le mot avait été lâché. Divorce. Il ne me faisait pas peur. Il sonnait pratique, comme facture ou assurance. Il faudra faire un inventaire de tout, Claire, me disait Marie, un crayon à la main. Le compte commun, l'appartement. L'appartement est à nos 2 noms, ai-je dit, fatiguée. Il va se battre pour le garder. Qu'il le garde, je n'y remettrai jamais les pieds. Et Paul, la garde partagée. Je ne suis pas Sandrine. Je ne lui enlèverai pas son fils. Tu es sûre ? Après ce qu'il a fait, j'ai regardé le lac au loin. C'est son père. Un père lâche, un père faible, mais c'est son père. Paul devra apprendre, comme moi, à faire avec. Mais il n'aura plus à vivre avec. Marie a posé son stylo. Tu es forte, Claire. Non, je suis juste finie. J'en ai fini. C'est à ce moment-là que je l'ai vu.
Une voiture que je ne connaissais pas, une voiture de location grise. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue, lentement. Mon cœur s'est arrêté de battre. Puis il a repris, lourdement. La portière s'est ouverte. Il est sorti. Marc, il était différent. Hagard, il n'avait pas dormi. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés. Il portait le même polo que le jour où je l'avais quitté. Il n'a pas vu la maison tout de suite. Il est resté sur le trottoir, regardant son téléphone, vérifiant l'adresse. Puis il a levé les yeux. Il nous a vus, Marie et moi, sur la terrasse Chunaes. Nos regards se sont croisés. 20 mètres, un océan. Marie s'est levée. Reste ici, je m'en occupe. Non. J'ai posé ma main sur son bras. Non, c'est à moi de le faire. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, pas de peur, de fatigue. J'ai descendu les marches de la terrasse, j'ai traversé le petit jardin. Je me suis arrêtée devant le portail. Il s'est approché. Nous étions face à face, séparés par une grille en fer forgé. C'était tellement symbolique. Claire, sa voix, cassée. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ? Je devais te voir. Tu ne réponds pas. Je n'ai rien à te dire. J'ai quelque chose à te dire, moi. » Il a regardé autour de lui. La maison de ma sœur, le jardin bien entretenu. Tu as l'air bien. Je le suis. Il a tressailli. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Il s'attendait à me trouver en larmes. Détruite. Laisse-moi entrer, Claire, s'il te plaît. Non, juste 5 minutes. Pour Paul. L'argument ultime, le bouclier humain. Paul n'est pas là. Je sais. Je l'ai vu au stage. J'y suis allée avant. Mon sang s'est glacé. Quoi ? Je ne lui ai pas parlé. A-t-il dit vite, voyant la panique dans mes yeux. Je suis restée de l'autre côté de la rue. Je voulais juste le voir. Il avait l'air pitoyable. Un stalker, un fantôme. Il avait l'air heureux. Il l'est. Claire, il a agrippé les barreaux. Je suis venue te chercher. J'ai ri, un rire sans joie. Me chercher ? Comme un colis que tu aurais oublié à la gare ? Non, j'ai tout réglé. J'ai froncé les sourcils. Réglé quoi ? Sandrine. Il a levé la tête. Il y avait une lueur étrange dans ses yeux. Une lueur de fierté. Je lui ai parlé. Vraiment. Ah, je lui ai dit que c'était fini. Qu'elle ne devait plus jamais te parler comme ça. Et Thomas et Lucas ? Ils sont repartis à Paris. Hier, il attendait. Il attendait que je sois impressionnée. Il attendait que je le félicite. Il avait chassé les démons après que la maison ait brûlé. C'est bien, Marc. Ma voix était plate. C'est bien. C'est tout. Claire, je l'ai choisi. Non, je t'ai choisi. Je lui ai dit que c'était toi, ma famille. Il y a 1 semaine, Marc. J'ai paniqué. Je te l'ai dit. J'avais peur. Moi aussi, j'avais peur. Le ton est monté. J'avais peur pendant 7 ans. Peur de sa prochaine visite. Peur de son prochain appel. Peur de tes silences. Je ne serai plus silencieux. Je te le promets. Il essayait de vendre. Il était un VRP en fin de carrière, essayant de vendre un produit périmé. Lui-même. J'ai même appelé un artisan pour la table basse. J'ai fermé les yeux. La table basse, la marque de brûlure. Il pensait. Il pensait vraiment que c'était une question de table basse. Il pensait qu'en ponçant le bois, il pouvait effacer le crime. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Si, je comprends. J'ai merdé. Je le sais. Mais on est une famille. Tu ne peux pas jeter une famille à la poubelle pour une erreur. Une erreur ? J'ai agrippé le portail à mon tour. Une erreur, c'est de renverser du café, Marc. Ce n'est pas chasser ma famille de ma propre maison en se basant sur un mensonge pour protéger la personne qui m'a harcelé pendant des années. Ce n'est pas une erreur. Appeler ça une erreur, c'est la 2e trahison. Il a baissé la tête. Il a vu qu'il avait perdu sur ce terrain. Alors il a sorti l'arme nucléaire. Paul, j'ai attendu. Tu ne peux pas lui faire ça, Claire. Lui faire quoi ? Le priver de son père. C'est toi qui l'as privé de son père. Ce matin-là, quand tu as choisi ta sœur au lieu de sa vérité. Il a frappé le portail. Un coup sourd. Arrête ! Arrête de répéter ça. C'était plus compliqué que ça ? Non. C'était simple. C'était la vérité contre un mensonge. Et tu as choisi le mensonge. Parce que j'essayais de protéger tout le monde. Tu n'as protégé personne. Tu t'es protégé toi-même. De la colère de ta sœur.
Nous étions en train de crier, à travers une grille, au milieu d'une rue calme d'Annecy. Marie est apparue sur la terrasse. J'ai levé la main pour lui dire que ça allait. Je me suis calmée. J'ai respiré. Marc, rentrez chez vous. C'est chez toi, chez moi. Lyon. Non. Ma voix était redevenue calme. Et c'est ce calme qui l'a brisé. Il a commencé à pleurer. Pas les larmes de crocodile de Sandrine. De vraies larmes. Des larmes d'homme de 35 ans, pitoyable, misérable. Claire, ne me quitte pas. Je ne suis rien sans toi. La phrase la plus dangereuse du monde. La phrase qui transforme l'amour en otage. C'est ça le problème, Marc, ai-je dit doucement. Il a levé ses yeux rougis. Je ne peux pas être ta force. Je ne peux pas être ta colonne vertébrale. Tu l'as toujours été. Non, j'ai été ton excuse, il n'a pas compris. J'ai passé ces 7 ans, Marc, 7 ans, à essayer de te comprendre. Je sais, non, tu ne sais pas. J'ai passé des nuits à justifier dans ma propre tête pourquoi tu ne me défendais pas. C'est à cause de sa mère. C'est à cause de son enfance. C'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il est bon. Je l'ai regardé. Ma compréhension, mon empathie, c'était le poison que j'avalais tous les jours. C'est ce qui me gardait malade. C'est ce qui me gardait avec toi. Claire, tu es venue ici, aujourd'hui. J'ai regardé la voiture de location. J'ai regardé ses vêtements froissés. Pas pour t'excuser. Pas vraiment. Si. Non. Tu es venu pour m'expliquer. Encore. Tu es venu pour que je comprenne pourquoi tu as dû le faire. Il m'a regardé, bouche bée, parce que c'était la vérité. Tu attends toujours la même chose de moi, Marc. Que je te dise. Je comprends. Ce n'est pas grave. Mais je ne comprends plus. J'ai lâché le portail. Mes mains étaient libres. Je ne veux plus comprendre. C'était le message central, le moment où j'ai arrêté de chercher la raison de la trahison. Je n'ai plus d'énergie pour ta dette, Marc. Je n'ai plus d'énergie pour les traumatismes de Sandrine. Toute mon énergie maintenant, elle est pour Paul. Et pour moi. Il a secoué la tête. Tu es si froide. Ce n'est pas la Claire que j'ai épousée. Non. J'ai souri. Un vrai sourire. Triste, mais libre. La Claire que tu as épousée est morte, Marc. Tu l'as laissée mourir dans ce couloir il y a 1 semaine. Il s'est reculé du portail. Il a compris. Il a compris que ce n'était pas une négociation. C'était un constat. Alors, c'est fini? Vraiment? Oui. Et Paul? Je t'appellerai. Mon avocate t'appellera. Nous organiserons la garde. Le mot avocate l'a frappé plus durement que tout le reste. C'était réel. Il m'a regardé une dernière fois, cherchant quelque chose, un doute, une fissure. Il n'y avait plus rien, seulement la grille en fer entre nous. Il n'a rien dit. Il s'est retourné. Il a marché lentement jusqu'à sa voiture de location. Il est monté dedans. Il est resté là 10 secondes, la tête sur le volant. Puis le moteur a démarré et il est parti. Je l'ai regardé disparaître au coin de la rue. Je n'ai ressenti ni victoire ni tristesse. Seulement la faim, le silence. J'ai respiré l'air d'Annecy, l'odeur du lac. Je me suis retournée. Marie était sur la terrasse. Elle m'a regardée. Je lui ai fait un signe de tête. Ça va. Je suis remontée. Je me suis rassise. J'ai repris ma tasse de café. Elle était froide. Peu importe. Je me suis servi une autre tasse. Poetry, fan 3, 1 an, 12 mois, 4 saisons, un été a remplacé un autre. Je n'habite plus à Lyon. J'ai trouvé un petit appartement à Annecy, au 2e étage d'un vieil immeuble, avec un balcon qui donne sur les toits. C'est plus petit que l'appartement de Lyon. C'est moins moderne. Mais tout y est à moi. La couleur des murs, un bleu très pâle, comme le lac le matin. Les livres qui débordent des étagères. L'odeur du café et de la lavande. Il n'y a plus de console de jeux vidéo dans le salon. Il y a des chevalets, des pots de peinture. C'est le début du mois de juillet. L'école est finie. Je prépare mes cours pour la rentrée prochaine, assise sur mon balcon. Mais il n'y a pas de stress. Pas d'anticipation anxieuse. C'est un travail calme. Paul, qui a maintenant 6 ans, est assis par terre. Il ne joue pas sur une tablette. Il peint. Il peint le lac avec un soleil jaune immense qui sourit. Il est calme. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon fils était calme avant.
L'année qui venait de s'écouler n'avait pas été facile. Il y avait eu les avocats, les discussions âpres sur l'argent, sur les meubles. La table basse est à moi. Elle venait de ma grand-mère. Garde-la. Je ne veux rien qui vienne de chez toi. Il y avait eu la médiation, la garde. Marc avait été, comme il avait toujours été, faible au début, suppliant. Puis, quand il avait compris que c'était fini, il était devenu procédurier, froid. Il avait essayé d'utiliser Paul. Si Paul reste à Lyon, il aura une meilleure école. Paul reste avec moi. J'avais tenu bon, j'avais utilisé l'argent que ma mère m'avait laissé, celui que j'avais gardé pour les coups durs, pour payer l'avocat et la caution de cet appartement. C'était un coup dur. C'était en fait ma libération. La procédure de divorce était terminée. Le jugement était tombé le mois dernier. Garde partagée. Paul irait à Lyon un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Marc avait déjà son studio. M'avait-il écrit dans un email formel, tourné la page. Sandrine, je n'avais plus jamais entendu son nom. J'arrose une plante de géranium. C'est paisible. Un silence qui n'est pas lourd. Un silence qui respire. Mon téléphone vibre sur la petite table en fer. Je regarde le nom, Marc. Il y a un an, ce nom aurait provoqué une décharge électrique. Une boule d'anxiété dans mon estomac. Un picotement de rage. Aujourd'hui, ce n'est qu'un nom. Je laisse le téléphone vibrer. Puis, je me ravise, je décroche. Non pas parce que je lui dois quelque chose, mais parce que je n'ai plus peur de ce qu'il peut me dire. Allô? Ma voix est claire. Claire, sa voix, toujours la même. Fatiguée. Il y a un silence. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Je suis polie, comme avec un ancien collègue. Ça va. J'ai pas reçu le papier final. Le jugement. Moi aussi. Alors, c'est fait. Oui, Marc, c'est fait. Un autre silence. Qu'est-ce qu'il veut? L'air de la ville est chaud, mais ici, sur mon balcon, il y a un petit courant d'air. Écoute, je ne t'appelle pas pour ça. Enfin, si, un peu. C'est l'été. Je ne dis rien. Je regarde Paul, qui a maintenant du bleu sur le nez. Et Sandrine. Ah, la voilà, la reine fantôme. Mon cœur ne s'accélère pas. Il continue de battre, régulièrement. Elle m'a demandé. Sa voix est basse. Il a honte, et il devrait. Elle m'a demandé si. Peut-être. Les garçons. J'ai failli rire, vraiment. L'audace. L'incroyable, l'infinie audace. Marc, je vais t'arrêter tout de suite. Non, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Ils n'ont nulle part où aller. Sandrine s'est séparée de son mari. Elle est dans un petit appartement. Les garçons sont difficiles. J'ai regardé mes géraniums. Ils étaient magnifiques. Et donc, elle m'a demandé de les prendre. Pour un mois. C'est une situation familière, Marc. Non, c'est différent. Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Je suis dans un studio, Claire. C'est minuscule. Je n'ai pas la place. Il y a un silence. J'attends la chute. Elle arrive. Elle pensait que comme tu as un appartement plus grand, je n'ai rien dit. Et que Paul est seul. Elle pensait que, juste pour une semaine, pour qu'il ait de la compagnie, la manipulation, la même, utiliser mon fils, utiliser ma prétendue solitude, la même chanson. Mais je n'étais plus le même public. Non, le mot est sorti, si simple, si court. Quoi? Non, Marc. Mais, Claire, c'est juste une semaine. Je te paierai, je viendrai avec eux, je les surveillerai. Non. Pourquoi tu es si dur? C'est pour les enfants. Mon non n'est pas pour moi, Marc. Il est pour Paul. Il ne comprend pas. Il ne comprendra jamais. Mais, écoute-moi, Marc. Tu m'as dit, il y a un an, que tu avais une dette. C'est ta sœur. C'est ta dette. Je sais, mais tu as payé. Tu as tout payé. Tu as payé avec notre mariage. Tu as payé avec ma table basse. Tu as payé avec la confiance de ton fils. Claire, s'il te plaît. Tu as tout payé. Ma voix était douce, sans colère. Mais tu ne paieras plus jamais avec la paix de mon fils. Tu ne paieras plus jamais avec mon été. C'est ton problème, Marc. C'est ta sœur. C'est à toi de gérer. Pas à moi. Plus jamais. Il n'a rien dit. Que pouvait-il dire? J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je n'ai pas appuyé sur le bouton rouge avec rage. J'ai juste posé mon doigt sur l'écran. Fin de l'appel. Fin de l'histoire.
Je suis restée là, sur le balcon. Le soleil était chaud sur mes bras. Je n'ai pas pensé à l'appel. Je n'ai pas pensé à Marc. Je n'ai pas pensé à Sandrine. L'appel n'avait pas gâché ma journée. Il ne l'avait même pas interrompue. C'était juste un appel, un écho d'une vie passée, un bruit lointain, comme un chien qui aboie à 3 rues d'ici. Paul a levé la tête de sa peinture. C'était qui, maman? C'était tonton Marc. Ah, il s'est replongé dans sa peinture. Ah, c'était tout. Il n'avait pas peur. Il n'était pas anxieux. C'était juste... Ah, j'ai fini. Il m'a montré son œuvre. Le lac était bleu, le soleil était jaune, et il y avait 2 personnages, un grand et un petit. Ils se tenaient à la main. C'est magnifique, mon amour. On va au lac, maman? Pour de vrai? Oui, on va au lac. La fin de l'après-midi. La lumière dorée d'Annecy. Nous n'avons pas fait de pique-nique compliqué. Nous avons juste marché. Paul, pieds nus dans l'herbe, jetait des cailloux plats dans l'eau. J'étais assise sur un banc. Je lisais. Un roman, pas un manuel. L'histoire d'une femme qui voyageait en Italie. Je regardais mon fils. Il était si équilibré. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas plaintif. Il était juste un enfant. Il n'avait pas à se battre pour exister. Il n'avait pas à se cacher dans sa chambre. Il pouvait juste être. J'ai fermé mon livre. J'ai regardé l'eau. Pendant 1 an, j'avais disséqué la trahison. Je l'avais retournée dans tous les sens, comme un caillou étrange. Je cherchais une raison, une logique, une faille en moi qui l'avait permise. Je cherchais à comprendre pourquoi il l'avait choisie, elle. Je cherchais à comprendre pourquoi ma douleur n'avait pas suffi à le faire changer. Comprendre. C'était le mot que Marc avait utilisé. Tu dois comprendre. C'était le mot que j'avais utilisé comme un bouclier. Je comprends sa peur. Je comprends sa dette. Ma compréhension avait été ma prison. Elle m'avait enchaîné à lui, à sa faiblesse. Elle m'avait forcé à avaler le poison, année après année, parce que je comprenais pourquoi il me l'administrait. J'avais compris son enfance. J'avais compris sa peur. Mais ma compréhension ne m'avait pas sauvée. Elle m'avait enchaînée. Et puis, ce matin-là, sur le balcon, en raccrochant, je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie de comprendre pourquoi il m'avait fait ça. L'envie était partie, le pourquoi n'avait plus aucune importance. Ce qui importait, c'était le maintenant. Paul a couru vers moi, ses cheveux mouillés de sueur. Il a ri, un vrai rire d'enfant, qui n'avait peur de rien. Il s'est jeté contre mes jambes. « Maman, regarde, mon caillou a fait 10 ricochets. Je l'ai serré contre moi. L'odeur de l'herbe et du soleil. Je te vois, mon amour. » Je l'ai regardé courir à nouveau vers l'eau. On dit que le pardon guérit. Mais parfois, ce n'est pas le pardon. Parfois, la guérison, c'est juste de lâcher prise, de laisser le pourquoi s'envoler. Quand j'ai cessé de vouloir comprendre pourquoi ils m'avaient trahi, quand j'ai cessé de chercher une raison à leur cruauté et à sa lâcheté, c'est à ce moment-là seulement que j'ai été vraiment guérie. J'ai senti le soleil sur mon visage. J'ai entendu le rire de mon fils, qui se répercutait sur l'eau. Mes vacances, mes vraies vacances, elles venaient enfin de commencer.